Bonjour, j'écoute bien le français, mais je ne comprends pas. Alors je parle allemand. Ich möchte Ihnen die Energiepolitik 2050, wie sie soeben von anderer Seite dargelegt wurde, aufzeigen. Also wenn man den Stromverbrauch heute anschaut, haben wir 60 Terawattstunden. Dann wollen wir die Kernenergie wegnehmen, das reduziert 20 Terawattstunden. Dann wollen wir den Ausbau machen und wenn man den... Cela fera environ 20 TWh si nous regardons les choses de manière optimiste. On arrivera de nouveau avec l'adjonction de l'hydraulique et le solaire à 60 TWh puisque l'énergie solaire fera 10 à 20 TWh. Cela correspond à 10 fois le projet de solaire dans la vallée de Viège. Après, nous avons les électropompes, les pompes à chaleur. Nous aurons encore la mobilité électrique, 10 TWh pour la croissance de la population, ce qui nous amène à environ 90 à 110 TWh, c'est-à-dire qu'il nous manque environ 30 à 50 TWh qui feront défaut. Je suis venue aujourd'hui en train et ce serait magnifique si on pouvait aussi le faire en 2050. Mais nos pays voisins, notamment l'Allemagne, a le même problème. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est la géopolitique. Le monde a changé. Les deux pôles qui se combattent pour avoir la prédominance sur le monde, c'est les États-Unis et la Chine, et chacun avec leur alliance. Donc, les prochaines 10 années seront décisives du point de vue stratégique pour savoir qui l'emportera. Les États-Unis disent « nous serons la première force mondiale dans 10 ans ». Mais l'approvisionnement alternatif en électricité provient ou dépend de la Chine. C'est ainsi, ça provient de la Chine. Toutes les installations, à 90%, viennent de Chine. En outre, la volatilité fait que très souvent, on reçoit de l'électricité, du courant électrique quand on n'en a pas besoin, alors que quand on en aura vraiment besoin, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut stocker. Si je stocke la force électrique, j'en reçois moins quand je déstocke qu'au moment du stockage. Donc, le degré d'utilité est entre 30 et 80 degrés. Or, pour l'espace de stockage, nous avons le meilleur système qui sont les centrales de pompage-turbinage. Or, si le risque est très élevé, il faut diversifier, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir recourir à différentes technologies, il faut miser sur différentes technologies et les utiliser. Et quand les choses deviennent très brûlantes, il faut se concentrer sur les tâches essentielles. Et j'aimerais rappeler à la politique ce que sont les tâches essentielles, c'est la formation, c'est l'approvisionnement de base, c'est la sécurité. Des partis du centre-gauche ont démoli l'éducation, la formation. Et maintenant, ils démolissent aussi l'approvisionnement énergétique et la santé. Si nous voulons assurer de notre liberté et indépendance de manière indépendante, nous devons vraiment assurer ces tâches fondamentales de l'État. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie, des carburants combustibles et l'approvisionnement. Et si on discute la bonne technologie, ce n'est certainement pas la politique qui en est le moteur, mais le marché. Et tous ceux qui sont à Berne
Je vous prie de prendre ce message avec vous. Ces 15 dernières années, en moyenne, plus de 100 pages de nouvelles réglementations par jour ont été produites, c'est-à-dire que je dois lire tous les jours 100 pages pour pouvoir savoir ce que vous générez, et cela sans la constitution cantonale. Ce n'est pas étonnant que finalement on n'ait plus la vue très claire à force de réglementation. Il faut donc moins de lois et davantage de marchés. Les messages essentiels qui vont suivre sont les suivants. Premièrement, les énergies fossiles ont amené la prospérité et la croissance démographique. Deuxièmement, la croissance démographique et une prospérité et croissance nécessitent toujours plus d'énergie. Troisièmement, l'augmentation du taux de CO2 conduit au réchauffement global. Pendant que je m'adresse à vous, cela est vraiment établi scientifiquement. Quatrièmement, l'objectif zéro net est techniquement réalisable. Cinquièmement, cet objectif prendra toutefois au moins 50 ans avant d'être mis en œuvre et coûtera annuellement entre 10 et 30 milliards de francs au minimum. 85% de la consommation énergétique mondiale sont des énergies fossiles. Cette énergie fossile a permis beaucoup de prospérité et de croissance de la population. Cette augmentation de la prospérité a permis pratiquement à tous les pays en moyenne un quadruplement de la prospérité. Mais la plupart des pays ont une prospérité infiniment plus élevée qu'en 1950 encore. La grande prospérité et l'augmentation de la population, donc la prospérité et croissance dans toutes les régions, conduit à un réchauffement global. Si on compare la moyenne entre 1850 et 1900, en 1970, la température moyenne a augmenté de 1 degré. Les questions clés sont de savoir qui est responsable de la forte et rapide augmentation, qui doit diminuer ses émissions de CO2 et comment et où faut-il réduire les émissions de CO2. Si on prend les émissions de CO2 provenant des énergies fossiles, on voit que l'augmentation est venue en grande partie de l'Asie. Si on compare les émissions de CO2 absolues de la Suisse, c'est tout à fait négligeable par rapport aux États-Unis et la Chine. Et si nous prenons les émissions de CO2 par tête d'habitant et selon deux critères différents, à savoir les émissions de CO2 par tête par rapport au CO2 qui est produit dans le pays, c'est le graphique foncé, et le graphique clair, les émissions de CO2, nous voyons que nous ne sommes pas mieux que les États-Unis. Nous avons une augmentation de l'efficacité par une diminution de la courbe, alors qu'en Chine, nous voyons une augmentation des émissions et de la production, et nous avons externalisé l'industrie de production, et nous pensons que nous avons économisé des émissions de CO2. Mais au fond, nous sommes aussi co-responsables de ce CO2. En définitive, les émissions de CO2 dépendent d'une part de la prospérité, mais aussi du degré de tertiarisation. Là où se trouve l'énergie lourde et absorbant beaucoup d'énergie, nous avons les plus fortes émissions de CO2 et par rapport au PIB. Les changements géopolitiques font que l'industrie à forte utilisation d'énergie émettant beaucoup de CO2, de les rapatrier chez nous si nous voulons maintenir notre prospérité. Les émissions de CO2 sont le produit de la natalité
de la performance économique, l'efficience énergétique et l'intensité de CO2. Vous pouvez réduire les émissions de CO2 en contrôlant le taux de natalité, ou si vous voulez juguler la performance économique, et là je serai le mauvais interlocuteur, vous pouvez aussi réduire l'immigration, et vous pouvez aussi dire à vos électeurs que vous souhaitez moins de prospérité, parce que moins de prospérité conduit également à moins d'émissions de CO2. C'est des questions politiques, et là je m'en remets à la politique, et il faut beaucoup de sciences politiques et morales pour régler ces questions. Mais pour régler l'efficacité énergétique et l'efficience énergétique, nous sommes confrontés à des questions techniques. Ce serait bon que les conférences des directeurs cantonaux de l'énergie aient davantage d'informations scientifiques, énergétiques, informatiques, car ce problème ne sera que réduit ou résolu plutôt par ces facultés-là. Il faut donc s'entourer de personnes qui connaissent la musique. Après mon préominent, je me permets de vous donner les principes thermodynamiques principaux. Premier principe de base, conservation de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie est maintenue si je fais du travail, j'ai une énergie réversible, plus une part d'énergie irréversible, ce qui conduit au deuxième principe de base. Le processus spontané sont irréversibles et on introduit l'entropie S dans le système. C'est la mesure de désordre dans le système. La chaleur ne s'écoule spontanément que du chaud vers le froid. C'est un principe. Et quand nous avons un réservoir de chaleur, celle-ci s'écoule toujours vers un réservoir de froid. Ensuite, on peut aussi dire la création d'ordre à un endroit produit plus de désordre à un autre endroit du système. Cela veut dire que l'entropie ne cesse d'augmenter. La création d'ordre et de structure génère toujours une énergie irréversible. Cela veut dire que si l'on veut maintenir les structures sociales fonctionnelles avec une prospérité et une population croissante, la production d'entropie qui en découle doit être acceptée. Le défi consiste à organiser de manière durable la production d'entropie, c'est-à-dire l'efficacité anthropique. Et cela signifie quoi en pratique? Il en découle les mesures de durabilité suivantes selon des priorités. Premièrement, utiliser les structures existantes plus efficacement et plus longtemps. Deuxièmement, il faut réutiliser les structures existantes et ce, à un niveau de valeur élevé. Troisièmement, en cas de remplacement ou d'extension de structures existantes, il faut miser sur des approches plus durables pour les nouvelles structures. Cela veut dire quoi? Exemple pratique. Premièrement, augmenter la durée d'exploitation des centrales nucléaires à 80 ans. Deuxièmement, usage ultérieur de l'infrastructure de distribution d'électricité et du carburant actuel. Cela n'a pas de sens de créer un réseau parallèle électrique pour des véhicules électriques. Il faudrait en outre produire de l'énergie là où sont les producteurs d'énergie pour que nous puissions aussi utiliser ultérieurement l'infrastructure de distribution. Troisièmement, extension et nouvelle construction de centrales de pompage-turbinage en combinaison avec le solaire. Alors, comment se présentera à peu près l'avenir? J'ai de l'électricité alternative, c'est-à-dire que nous n'avons pas toujours de l'électricité quand nous en avons besoin et nous en avons trop quand nous n'en avons pas besoin. Donc, il faut stocker l'électricité. La Suisse serait prédestinée à utiliser
ces centrales hydroélectriques pour stocker. Ensuite, il faut aussi l'électrolyser, puis il faut aussi utiliser l'énergie superflue pour utiliser les surplus de CO2 de l'atmosphère et de l'hydrogène et du CO2. On peut, dans des processus, créer des synthèses chimiques, et on peut produire des sources d'électricité que l'on peut amener grâce à des systèmes de distribution là où on en a besoin, c'est-à-dire moteur à explosion. Et puis, si on fait cela correctement du point de vue technique, on aura un prix du carburant de 5 à 7 francs par litre. En outre, on peut trouver des matières premières que l'on peut mettre en œuvre dans l'industrie chimique, par exemple pour produire des médicaments. Tout cela demande pas mal de connaissances et surtout des modifications considérables pour mettre en place ce réseau que je viens de vous décrire. Et un scientifique russe, je ne sais pas si on a encore le droit de dire cela, mais a montré des cycles et des pousses à l'invention et à l'innovation et disent que ces nouvelles technologies durent généralement plus de 50 ans. En général, l'espacement des pics de la vague à long terme du mouvement de l'économie est de quelques 57 ans, c'est-à-dire que la croissance économique a augmenté, mais entre les différents pics et entre la mise en œuvre, il y a toujours à peu près 57 ans. Ce même scientifique a montré que l'espacement des pics de changement économique et social des innovations de base sont de 55 ans. 2080 C'est-à-dire que penser arriver là en 2500, ce n'est pas réaliste. Il faut plutôt s'attendre à 2080. Mais parlons des coûts. Si on prend 5 à 7 francs par litre de ce nouveau carburant, et si on prend encore la différence de l'énergie manquante, 30 à 50 TWh, on a besoin d'environ 10 à 30 milliards par an, ce qui correspond à 2 à 4 % du PIB de la Suisse, ce qui signifie un renchérissement de 4 % chaque année jusqu'en 2050, ou pour le dire autrement, un tiers des recettes fiscales de la Confédération seront consacrées à cela. Conclusion, pour une politique zéro net, il faut beaucoup d'argent, au moins 10 à 30 milliards par an. Deuxièmement, il faut du temps, environ 55 ans, donc l'horizon temps plutôt réaliste, c'est 2080 et non pas 2050. Et qui va nous apporter cet argent? C'est l'économie. Qui nous permettra l'innovation pour le faire? Ce sera l'économie. Et pour que l'économie puisse vous apporter cette innovation et cet argent, il faut de l'énergie, des carburants et de l'électricité. Ce n'est qu'avec les carburants et l'électricité que l'économie peut fournir l'innovation et l'argent. Donc, j'en arrive à la conclusion qu'il faut garantir une durée d'exploitation d'au moins 80 ans des centrales nucléaires, créer une production d'électricité fossile pour pallier la pénurie d'électricité. En outre, il faut une extension massive de l'énergie hydraulique existante. Il faut de nouvelles centrales de pompage-turbinage. Si nous voulons cette énergie, nous devons submerger des vallées entières. Et il faut aussi développer massivement le solaire, l'éolien. Il faut le captage du CO2 avec Power to Liquid, c'est-à-dire c'est ainsi qu'on obtiendra un écombustible. Donc, du point de vue de la protection du climat, on a prévu un horizon trop court et je vous remercie de votre de votre attention, pardon. Et en plus, ce temps est aussi cette réalisation est très chère.